Merci beaucoup de nous rejoindre. Je suis Lena Petrova et voici un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Ali Alizadeh. Ali est un commentateur et analyste politique irano-britannique basé à Londres. Il tient une excellente chaîne YouTube, Jadal, en farsi ainsi qu'en anglais. Je mettrai le lien de Jadal ci-dessous. N'hésitez pas à le suivre. Ali, bienvenue. C'est un vrai plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci beaucoup, Lena, de m'avoir invité en cette période très difficile, non seulement pour le peuple iranien, mais aussi pour les habitants de la région, avec des répercussions pour de nombreux citoyens du monde. C'est un moment très difficile, une guerre dans laquelle l'Iran a eu très peu de responsabilités dans le déclenchement, une guerre qui a été imposée à l'Iran et indirectement au peuple d'Asie de l'Ouest, avec des effets sur l'économie et sur de nombreuses personnes à travers le monde. Absolument. Je suis votre travail journalistique depuis un certain temps et je le trouve extrêmement utile. Aux États-Unis, comme en Europe, j'en suis sûre, tout ce que nous entendons, c'est le récit officiel sur l'Iran. Et il est très difficile de trouver des voix comme la vôtre qui offrent une analyse factuelle et opportune avec une compréhension vraiment unique des cultures et des politiques iraniennes et occidentales. J'attendais donc vraiment avec impatience de pouvoir échanger avec vous et je sais que nos téléspectateurs apprécieront sincèrement cette conversation. Comme vous l'avez mentionné, le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé une guerre d'agression illégale contre l'Iran. Et je veux clarifier ce que cela signifie, illégal, pour nos téléspectateurs. C'est une guerre illégale à la fois au regard du droit international et de la Constitution des États-Unis. Le droit international exige l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU pour toute action militaire, tandis que la Constitution américaine requiert une autorisation du Congrès. Comme nous le savons très bien, Trump n'avait ni l'un ni l'autre. Et pourtant, ici aux États-Unis, nous sommes littéralement bombardés de propagande, rappelant l'invasion de l'Irak, pour justifier la guerre de choix de Trump. J'aimerais donc commencer par une nuance cruciale qui, à mon avis, en dit long sur les véritables intentions de Washington. Peu avant l'attaque américaine contre l'Iran samedi, le ministre des Affaires étrangères d'Oman, qui servait de médiateur dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, est intervenu dans l'émission Face the Nation de CBS et a livré un aperçu de ces discussions. Il a déclaré, je cite, « La vérification complète et exhaustive des réserves d'uranium de l'Iran par l'Agence internationale de l'énergie atomique a été abordée et l'Iran y a consenti. Par conséquent, il n'y avait aucune raison d'attaquer l'Iran. » Ali, pourrais-tu nous expliquer le fait que l'Iran ait en réalité proposé à Trump de meilleures conditions que celles prévues par l'accord du JCPOA de 2015? On dirait que ça n'a pourtant pas suffi. Tu sais, faire la guerre à l'Iran a toujours été l'objectif, pas la paix. Je veux dire, nous avons été, je pense qu'il vaudrait mieux aller au-delà de ce qui s'est passé vendredi et de ce qu'a dit le ministre omanais des Affaires étrangères. Il vaut mieux examiner l'ensemble du tableau, toute la saga de la crise nucléaire iranienne depuis 2002 ou 2003. Comment cette crise a-t-elle même commencé? Lorsque Israël a transmis certaines informations à une organisation terroriste appelée les Moudjahidines du peuple, MEK, qui figurait encore à l'époque sur la liste américaine des organisations terroristes. Le MEK a tenu une conférence de presse en Europe, affirmant avoir découvert des documents secrets sur les activités nucléaires illégales de l'Iran. L'AIEA est intervenue, et depuis ce moment-là, nous avons eu ces négociations sans fin. Mais jusqu'à présent, l'AIEA et les organisations internationales ont à peine trouvé de preuves que l'Iran ait jamais cherché à se doter d'une arme nucléaire.
Donc, si j'explique au public l'histoire derrière le programme nucléaire iranien, les choses deviennent beaucoup plus faciles à comprendre. Pourquoi l'Iran a-t-il payé un prix aussi élevé pour ce programme nucléaire? Environ 10 milliards de dollars. En tenant compte du coût des sanctions, certains analystes estiment que plus de 1000 milliards de dollars ont été drainés de l'économie iranienne. Ces sanctions, résultant de la question nucléaire, ont véritablement freiné le développement du pays. Alors pourquoi l'Iran a-t-il fait cela? La réponse est qu'en 2003, il faut se souvenir que les deux côtés de l'Iran étaient entre les mains des États-Unis. L'Amérique avait envahi et occupé l'Afghanistan, qui partage une frontière de 905 km avec l'Iran, et l'Irak, qui en partage environ 1300. Et bien sûr, la Turquie, qui a une autre frontière de, je crois, 600 ou 700 km, possède la deuxième plus grande armée de l'OTAN. Dans le sud de l'Iran, il y avait des bases américaines à Bahreïn, au Qatar, à Oman, aux Émirats arabes unis, au Koweït et en Arabie saoudite. On pouvait donc constater que tout le pays était encerclé par les États-Unis. Dans cette situation, voilà le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les Iraniens ont très tôt compris qu'Israël était un acteur très important dans cette région. Un acteur qui ne permettrait pas à un autre pays, de la taille et de la population de l'Iran, d'exister librement. Les Israéliens se sont donc donnés pour mission de détruire, un par un, tout État-nation militairement indépendant ou semi-indépendant dans cette région. Les Israéliens ont joué un rôle absolument déterminant pour pousser les États-Unis à attaquer l'Irak, de 1990 jusqu'en 2003. Et lorsqu'ils en ont eu fini avec l'Irak, lorsqu'ils ont estimé que l'Irak n'était plus un pays fonctionnel, qu'il resterait une terre dévastée pendant de nombreuses décennies, ils ont immédiatement reporté leur attention sur l'Iran. Je veux dire, quand je parle des Israéliens, une seule personne est très importante dans cette histoire, c'est Netanyahou. Netanyahou a été le premier à dire, en 1996, que l'Iran n'était qu'à quelques semaines de posséder la bombe nucléaire. Puis en 2003, il a été la voix la plus forte en Israël, se rendant dans les capitales américaines et européennes pour plaider la nécessité d'attaquer l'Iran avant même d'attaquer l'Irak. C'est à ce moment-là que l'Iran est entré dans ces négociations sans fin. La première a eu lieu entre l'Iran et la Troïka européenne, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, en 2003. Ils ont conclu un accord à Sadabad qui a été saboté par l'administration de George W. Bush, et l'Iran n'a rien obtenu. En 2005, surtout lorsque les Iraniens ont vu que l'Amérique rencontrait des difficultés en Irak et ne leur accordait rien, ils sont passés d'une posture entièrement défensive à une attitude légèrement plus offensive. Ils ont rouvert leurs installations nucléaires, qui avaient été scellées à la suite de ces négociations, et ont relancé le processus, car ils constataient que l'Amérique n'était pas en bonne posture en Irak. En 2007, certaines sanctions et une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies ont été imposées contre l'Iran. À cette époque, même la Chine et la Russie n'étaient pas en position de s'opposer à l'Amérique. Les États-Unis restaient la puissance hégémonique dans un monde unipolaire. Puis, en 2008, 2009 et 2010, deux autres résolutions majeures ont été adoptées contre l'Iran, posant ainsi les bases de son isolement. Toutes ces années, les Iraniens négociaient, les Iraniens coopéraient, et les Iraniens avaient une ligne constante. Nous avons le droit d'enrichir en tant que membres du TNP. Cela restait dans nos limites. Nous n'avons franchi aucune ligne. Nous sommes ouverts aux inspections et nous ne cherchons pas à acquérir la bombe nucléaire. C'était notre position. Bien sûr, dans les médias occidentaux, on entendait jour et nuit qu'ils mentaient, qu'ils étaient trompeurs, malhonnêtes.
Tout cela enraciné dans une mentalité profondément coloniale. L'idée que les indigènes ne peuvent jamais être dignes de confiance, que les Iraniens ne peuvent jamais être dignes de confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2026, le public mondial devrait se pencher sur le passé et se demander si les Iraniens étaient dignes de confiance ou non. Si les Iraniens avaient voulu fabriquer une bombe, ils en auraient eu de nombreuses occasions au cours des 23 dernières années de cette crise et de cette saga. Ils l'auraient fait. Mais l'ayatollah Khamenei ne voulait pas fabriquer de bombes. Il a insisté, de manière très honnête et sincère, sur le fait que l'Iran ne voulait pas d'armes de destruction massive. Les Iraniens ont donc choisi une autre voie, à la fois morale et offrant une dissuasion partielle. Cette voie consistait à faire de l'Iran un État du seuil. Les Iraniens ont pensé que dans le cadre légal de leur appartenance au TNP, ils pouvaient devenir un État du seuil. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie disposer d'assez d'uranium enrichi pour fabriquer une bombe, si dans un avenir imprévisible, Israël ou les États-Unis venaient à les menacer d'une attaque nucléaire. Ainsi, même aujourd'hui, si demain, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, cette guerre s'étend et que Trump a le sentiment de ne pas la gagner, compte tenu de ce que nous savons de lui et de sa tendance à l'escalade soudaine, passant du 3e au 10e niveau, il pourrait sortir et publier un tweet disant « Habitants de Téhéran, évacuez, je vais bombarder Téhéran ». Et alors, les Iraniens diraient toujours que dans une telle situation, il serait légitime et conforme à notre morale religieuse de nous défendre. Nous irions sous terre et nous reviendrions avec une bombe à Téhéran, quel que soit le délai de percée, la fenêtre de percée. Cela pourrait être 3 semaines, 1 mois, 1 an. Ainsi, toutes ces discussions que vous avez entendues au cours des 23 ou 24 dernières années sur la quantité d'uranium enrichi à laquelle l'Iran a droit mènent toutes à ce point. Quel est le délai de percée de l'Iran? Et c'est ainsi que l'Iran s'est assis à la table pour le JCPOA. L'Iran a volontairement accepté, en 2013 et en 2015, à travers des négociations, d'allonger son délai de percée nucléaire de quelques semaines à 1 an et de mettre fin à son programme de plutonium. En contrepartie, les Iraniens espéraient que les États-Unis lèveraient les sanctions et viendraient également investir en Iran. Les Iraniens avaient même prévu d'acheter des produits américains, environ 45 milliards de dollars d'avions Boeing, afin de créer une interdépendance économique, ce qui aurait aussi ajouté un certain effet dissuasif. Mais cela n'a pas abouti, car ni les Saoudiens, ni les Israéliens, et peut-être même les Émiratis, ne l'ont permis. Il y a eu tellement de sabotage. Et l'administration Obama, qui en était à la fin de son second mandat, n'a pas montré suffisamment de volonté pour le faire. Ainsi, même si elle a levé les sanctions en théorie, en réalité, elle n'a rien fait pour permettre à l'Iran de réintégrer SWIFT, ni pour autoriser une seule banque à ouvrir ne serait-ce qu'une lettre de crédit pour l'Iran par la suite. Puis, Trump est arrivé. Trump, sur le plan personnel, peut-être sous la pression des sionistes, avait pour l'une de ses principales missions dans cette campagne politique que s'il arrivait au pouvoir, il déchirerait le JCPOA. Ainsi, pendant 1 an et demi après son accession à la présidence, il y a eu une pression constante, ce qui signifiait que même durant cette période intermédiaire, il n'y avait aucun investissement en Iran et que l'économie était gelée. Et finalement, il s'est retiré du JCPOA, ce qui a imposé une forte pression et un choc brutal à l'économie iranienne. Ainsi, durant ces années, en particulier sous le gouvernement iranien de Hassan Rouhani, les libéraux qui ne voulaient pas se tourner vers l'Est pour contrebalancer la campagne de pression maximale des États-Unis, l'Iran a traversé de nombreuses années difficiles. Entre 2018 et 2021, lorsque Rouhani a quitté ses fonctions, la croissance de l'Iran était soit négative, soit nulle.
l'Iran a connu la période la plus difficile après le retrait de Trump. Mais encore une fois, l'Iran ne s'est pas détaché de l'AIEA. Il n'est pas devenu un État voyou. Il est resté fidèle à ses obligations au titre du JCPOA. Et c'est la raison pour laquelle je raconte cette longue histoire, que certains ne trouveront peut-être pas intéressante, parce qu'ils veulent entendre parler de la guerre, que l'Iran ne voulait vraiment pas fabriquer la bombe. Ce n'était pas une stratégie politique à double face ou de grande envergure, plutôt une prétention visant à ne pas admettre qu'il s'agissait d'une décision. Nous ne voulions pas le faire avant le deuxième mandat de Trump. Encore une fois, l'ayatollah Khamenei a déclaré « Nous ne croyons pas à l'idée de nous asseoir avec lui pour négocier, car il a tué Qassem Soleimani d'un côté, et en plus, les Américains ne semblent pas vraiment engagés dans cette négociation. » À l'intérieur de l'Iran, l'autre faction, les libéraux, voulait des négociations. Ils ont exercé des pressions, et finalement, l'Iran s'est assis à la table des discussions en avril 2025. Nous savons ce qui s'est passé ensuite. 2 jours avant le 6e cycle de négociations, 47 minutes après que Trump eut déclaré que son gouvernement et son administration étaient pleinement engagés dans le processus de négociation, Israël attaqua soudainement l'Iran le 12 juin 2025. Ils tuèrent 10 des principaux commandants de l'armée iranienne et des gardiens de la révolution et lancèrent une blitzkrieg destinée à renverser l'État. Ils n'y parvinrent pas. L'Iran fit un retour incroyable, rétablit chacun de ses commandants et riposta pendant 12 jours. Finalement, Israël, sous un bombardement massif de l'Iran, proposa un cessez-le-feu. Trump transmit cette proposition à l'Iran, et l'Iran l'accepta. Bien sûr, avant cela, Trump avait également bombardé les installations nucléaires iraniennes. Et il a annoncé que les capacités nucléaires de l'Iran étaient anéanties, une fois pour toutes. Quelques semaines plus tard, Trump s'est rendu compte qu'il n'avait rien détruit. En réalité, comme les installations et l'industrie nucléaires iraniennes sont d'origine nationale, on ne peut pas les détruire. Elles peuvent toujours renaître. De plus, il manquait 400 kg d'uranium, enrichi à 60%, de quoi fabriquer jusqu'à 15 bombes. À ce stade, l'atmosphère à l'intérieur du pays a changé, et je pense que l'état d'esprit au sein de l'establishment politique et de l'État iranien a également évolué, car ils ont ressenti et perçu la menace existentielle. Ainsi, depuis cette période, jusqu'à il y a 4 ou 5 jours, lorsque la guerre a commencé, environ 8 mois se sont écoulés sans que les inspecteurs ne soient entrés en Iran. Et pour la première fois, l'Iran a eu un peu de temps libre, et aussi une raison légitime de fabriquer la bombe s'il le souhaitait. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait ou non. Certaines rumeurs disent que l'Iran a fabriqué des armes nucléaires tactiques ou a permis à d'autres de le faire. Nous ne le savons pas. Mais encore une fois, l'Iran est resté en retrait. Malgré tout ce contexte, malgré le fait que l'Amérique n'ait pas respecté ses propres engagements dans l'accord qu'elle avait signé et conçu, appelé le JCPOA, malgré le fait que Trump ait fait venir Qassem Soleimani, le chef de la brigade Al-Quds du CGRI iranien, à Bagdad, pour négocier avec les Saoudiens le 2 janvier 2020 et qu'il l'ait ensuite assassiné. Et malgré le fait que Trump ait entraîné les Iraniens dans des négociations, qu'il ait utilisé ces pourparlers comme une ruse en juin, qu'il ait permis à Israël de bombarder l'Iran puis qu'il s'y soit joint plus tard, malgré tout cela, l'Iran a de nouveau accepté de négocier. Mais cette fois, en toute connaissance de cause, sachant que chaque jour de négociation pouvait aussi être un jour de bombardement par les États-Unis et Israël. L'Iran savait donc qu'il ne pouvait pas déclencher la guerre. Il observait ce renforcement militaire autour de lui d'une manière très inquiétante. Mais pourquoi l'Iran a-t-il déclenché la guerre de manière préventive? Parce que, des mois avant le début du conflit,
il y avait des problèmes internes en Iran et une série de ce que j'appelle des actions de guerre hybrides. L'Amérique s'était immiscée dans l'économie et les finances de l'Iran. Les émeutes du pain avaient eu lieu. Il y avait eu quelques manifestations, puis cette protestation, avec l'ingérence, la provocation et l'encouragement de Washington, ainsi que la réponse du gouvernement iranien, a tourné à la violence. Des figures de l'opposition, comme Reza Pahlavi, sont devenues très agressives. Ils ont poussé les gens à prendre le contrôle des postes de police, et la réaction de l'État a été tout aussi brutale. Environ 3 ou 4 000 personnes ont été tuées. Cela a créé un fossé social et rendu la situation interne propice à une attaque contre l'Iran. Après cela, les Iraniens se sont donc assis pour négocier. Trump a dit « D'accord, nous devons voir ce que nous pouvons leur donner. » Mais les Iraniens avaient les yeux ouverts, même s'ils n'avaient pas beaucoup de levier à ce moment-là. À l'intérieur de l'Iran, la situation intérieure n'était pas vraiment bonne. À l'extérieur, l'Europe s'était jointe à l'Amérique pour faire pression sur l'Iran en inscrivant les gardiens de la révolution islamique sur leur liste. Ils s'étaient donc préparés à ce moment. Finalement, l'Amérique a attaqué l'Iran samedi matin. Du point de vue américain, tout semblait jouer en leur faveur, et l'Iran paraissait vraiment faible. La situation semblait mûre pour détruire l'État iranien une bonne fois pour toutes. L'État avait perdu sa cohésion nationale et sa cohérence sociale à l'intérieur du pays. À l'extérieur, personne, même pas les partis d'opposition en Europe, n'osait dire non à la guerre, car on avait vu tant de morts à la télévision, etc. Tout semblait donc parfait. Mais regardez ensuite ce qui s'est passé après cela. Après l'assassinat d'Abdullah Khamenei, ainsi que du chef des gardiens de la Révolution, au lieu que l'État prenne peur, au lieu qu'il se replie, au lieu qu'il agisse de manière incohérente, il a commencé à lancer la série d'attaques la plus inédite de l'histoire de l'Iran. Un autre Iran est apparu, un Iran que personne n'avait anticipé auparavant. Ils se sont attaqués à des bases américaines. C'était franchir une ligne rouge majeure, car l'Iran, certes, avait déjà été en guerre avec Israël, mais Israël est un pays plus petit, où il est possible de contenir le conflit. Mais entrer en guerre avec les États-Unis, la plus grande superpuissance militaire de l'histoire, c'est tout autre chose. Mais le fait est que les Iraniens savaient qu'il s'agissait d'une guerre existentielle et qu'ils devaient entrer en guerre contre les États-Unis. Ils ont également attaqué Israël. Ils ont attaqué tous les pays de la région qui accueillaient des bases américaines. Et ils ont frappé ces bases dans ces pays. Le troisième jour, ils ont attaqué une base britannique à Chypre et une base française aux Émirats arabes unis. Ainsi, il semble que les Iraniens s'étaient préparés à combattre l'ensemble de l'Occident et ses alliés dans la région. Et c'est très étrange, car on se demande, comment un pays soumis à 14 ans de sanctions peut-il faire une telle chose? Mais ma réponse est la suivante. C'est la grande question pour laquelle la révolution de 1969 a eu lieu. La question de savoir si l'Iran a le droit d'être indépendant, si l'Iran a le droit d'être un pays souverain. L'Iran a-t-il le droit de décider de ce qu'il veut faire de ses ressources ou non? C'est la question. Pendant 47 ans, l'Amérique a isolé l'Iran et lui a imposé des sanctions. Et pendant 23 ans, elle a dit à l'Iran, « Vous n'avez pas droit à vos droits légitimes et légaux au titre du TNP. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser l'enrichissement qui fait partie de vos droits. » L'Iran a donc tenu bon. En somme, il a insisté parce qu'il a compris qu'il s'agissait d'une question de souveraineté. Mais comme je l'ai déjà dit ailleurs, l'ayatollah Khamenei était un dirigeant très prudent et il ne voulait pas d'une guerre totale pour l'Iran.
L'une des raisons à cela était que l'Iran avait déjà connu une guerre totale avec l'Irak dans les années 1980. Ils avaient vu les conséquences de la perte de leurs infrastructures. Ils savent ce qu'est la guerre. Et contrairement à l'armée américaine, qui mène généralement ses guerres à 10 000 km de distance avec des drones et des avions de chasse, les Iraniens ont perdu 230 000 de leurs hommes pendant cette guerre de 8 ans. Ils ont donc tout fait pour éviter d'entraîner l'Iran dans une guerre totale. Le fait qu'ils le fassent maintenant vient du fait que les États-Unis avaient fermé toutes les autres possibilités. C'est pourquoi, encore une fois, l'histoire est très simple. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une guerre imposée à l'Iran, et le fait que l'Iran ait tenté d'échapper à cette situation, d'éviter cette éventualité, à de nombreuses reprises. En 2020, lorsque l'Amérique a tué Qassem Soleimani en violation du droit international, beaucoup de gens ont pensé que l'Iran aurait dû riposter de manière proportionnée. Mais l'Iran ne l'a pas fait, car, comme ils l'ont dit, ils ne voulaient pas d'une guerre totale. En juillet 2025, lorsque l'Amérique a bombardé l'Iran, ce dernier aurait pu attaquer et causer des pertes parmi le personnel américain. Mais il ne l'a pas fait. L'Iran a symboliquement attaqué Al-Udeid. Les gens devraient donc comprendre que l'Iran n'est pas le coupable ici. Cependant, les médias mondiaux renversent complètement l'histoire, diabolisant l'Iran comme islamiste, radical, un État fondamentaliste, agissant pour des raisons idéologiques. Cela n'a rien à voir avec l'idéologie. Cela n'a rien à voir avec la religion. Ce n'est pas à cause de cela que cela se produit. L'Iran est un pays qui existait avant tous les autres États-nations de cette région et avant la plupart des États-nations d'Europe. Vous savez, je ne vais pas remonter à l'histoire ancienne pour parler des Achéménides, qui ont créé le premier empire officiel en 532 avant Jimshengstian. Je parle des temps modernes. L'Iran, tel que nous le connaissons, a été établi vers 1500 et cela précède de nombreux autres pays. Si l'on regarde cette période, j'ai vu peut-être une dizaine d'autres pays qui existent encore, comme la Chine, le Japon, l'Espagne, le Portugal et la France, qui existaient peut-être à l'époque. C'est donc un pays qui est là, depuis très longtemps, et qui possède une conscience historique fondamentale, ainsi que des droits légitimes dans cette région. Et l'Amérique, et maintenant surtout Israël en tant que principal intermédiaire, ne veulent pas accorder ces droits à l'Iran. C'est donc très simple. L'Iran a essayé de le faire par la voie libérale, par la social-démocratie, en 1950, sous Mohammad Mossadegh, pour nationaliser son pétrole. On le lui a refusé. L'Amérique et la Grande-Bretagne, à l'époque, ont organisé un coup d'État, l'ont renversé et ont rétabli le Shah avec cette machine de torture et ce service de renseignement absolument horrible appelé SAVAK. Et cette fois, ils le font avec le gouvernement islamique. Tout autre gouvernement qui aurait été en Iran et aurait demandé l'indépendance, je pense que l'Amérique lui aurait fait la même chose. Ali, merci beaucoup de nous avoir expliqué ces faits importants car c'est vraiment le contexte dont les gens ont besoin pour comprendre les événements qui se déroulent aujourd'hui. Je te suis très reconnaissant d'avoir fait cela. Je prenais quelques notes de mon côté car tu as abordé de nombreux aspects essentiels qui jouent un rôle dans la guerre en Iran aujourd'hui. Le premier que tu as mentionné, c'est que l'Iran fait partie du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, n'est-ce pas? Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Oui. Et pour être clair, Israël n'en fait pas partie. Nous parlons donc ici d'une dynamique très, très importante où un État doté de l'arme nucléaire comme Israël, qui possède environ 200 ogives nucléaires selon les rapports, un nombre comparable à celui de la France à titre de comparaison, exerce en réalité une pression sur l'Iran, un État non doté de l'arme nucléaire,
pour qu'il renonce à son droit à un programme nucléaire pacifique, n'est-ce pas? Parce qu'il veut que l'Iran se débarrasse de toutes ces installations d'enrichissement d'uranium qui font partie de son industrie. Que l'Iran ait effectivement l'autorité de le faire sur la base du droit international et en tant que signataire du TNP. Je pense que c'est un aspect très important que nos téléspectateurs doivent comprendre. Nous parlons de deux États dotés de l'arme nucléaire, Israël et les États-Unis, qui contraignent effectivement l'Iran à renoncer à son droit légal d'enrichir de l'uranium. Et l'un de ces deux États, Israël, a non seulement refusé de signer le TNP, mais a également refusé de permettre des inspections de son site nucléaire de Dimona depuis l'époque de John F. Kennedy. C'est un sujet que le professeur John Mearsheimer aborde en détail dans son livre « The Israel Lobby », que je recommande à tous de lire pour approfondir la discussion sur cette question. Je pense que c'est un point très important pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec les subtilités de ce dossier. Donc, si je puis ajouter quelque chose, c'est vraiment là que réside le cœur du problème aujourd'hui. Parce que, exactement, en termes simples, l'idée est qu'Israël devrait être la seule puissance nucléaire de la région. Et si Israël menace l'Iran avec une bombe nucléaire, l'Iran ne devrait pas avoir le droit d'aller construire sa propre bombe, même dans un délai de 6 mois ou d'1 an. Regardez donc cela. Nous en sommes au 4e jour de la guerre. Et si demain, ou même aujourd'hui, Netanyahou menace l'Iran avec une bombe nucléaire pouvant être lancée en 2 jours, et que de nombreuses villes iraniennes sont réduites en cendres, comme Hiroshima et Nagasaki, les Iraniens ne pourraient même pas dire « dans 1 mois, nous pourrons riposter », ce qui créerait au moins une certaine dissuasion. Donc, en un sens, le message est très clair. Seul Israël devrait posséder la bombe nucléaire ici. Et c'est important maintenant, car je pense que dans cette situation particulière, l'Amérique ne peut plus être surexploitée. L'Amérique l'a été, et c'est pour cela qu'elle décline, parce que cette machine militaire est trop coûteuse. Je crois qu'ils veulent confier l'Asie de l'Ouest à Israël, et ainsi, Israël est sur le point de devenir une puissance hégémonique. Israël ne se bat plus pour son existence. Après le 7 octobre, ils ont détruit le Hamas, affaibli le Hezbollah et renversé le gouvernement d'Assad, qui servait de tampon entre l'Iran et le Liban. À ce stade, il n'y a donc plus de nécessité pour Israël de poursuivre cette guerre avec tous les coûts qu'elle implique. Pourquoi Israël agit-il ainsi? Parce que je pense qu'Israël a vu l'occasion de devenir hégémonique et que l'Amérique en sera très satisfaite. Comme vous le savez mieux que moi, et votre public est composé d'experts en géoéconomie et en géopolitique, l'Amérique veut se replier sur elle-même, vers le continent américain. Elle n'a plus de doctrine claire. Elle s'oriente vers l'Asie, avec une attention accrue portée à la Chine. Ainsi, l'Asie de l'Ouest devient trop coûteuse, surtout pour une Amérique qui n'est plus consommatrice de pétrole, mais productrice. Les États-Unis veulent simplement s'assurer que les ressources pétrolières de cette région ne soient ni stables ni utiles à la Chine. C'est le rôle du sabotage de cette région qu'une guerre peut faciliter. Mais si Israël peut accomplir ce travail de sabotage de manière bien moins coûteuse, l'Amérique s'en réjouira. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Trump a dit 8 000 milliards, 6 000 milliards en Irak, 2 000 milliards en Afghanistan. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais c'est un homme d'affaires. Il avait aussi calculé les intérêts. 8 000 milliards, 6 000 milliards, peu importe. Pour que l'Amérique soit ici et contrôle la région, c'est très coûteux. Mais regardez Israël. Depuis le début de son génocide à Gaza, je crois qu'ils affirment que l'Amérique leur a donné 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards. Ce n'est pas comparable. Israël est une machine à tuer très rentable,
et une forme de puissance capable de saboter la sécurité régionale. Beaucoup de gens disent qu'Israël ne peut pas devenir hégémonique parce que les peuples de la région ne l'accepteront pas, puisqu'il y a tant d'ennemis. La Turquie est importante là-bas, l'Iran l'est encore aussi, et ainsi de suite. Israël n'a pas besoin de devenir un hégémon au sens où nous l'entendons habituellement. J'ai inventé ce terme, même si je ne suis pas sûr de sa précision, négémon, c'est-à-dire un hégémon négatif. Si votre rôle n'est pas de créer des alliés, des amitiés et un ordre régional, mais plutôt de saboter l'ordre existant et de veiller à ce qu'il n'y ait aucune stabilité dans les pays voisins ou dans la région, alors vous êtes un hégémon négatif. Ainsi, si Israël prend l'avantage sur le plan militaire et entreprend de saboter l'Iran, alors dans un an, souvenez-vous que Lapid a dit que la Turquie est le prochain Iran. Dans 1, 2 ou 3 ans, il pourrait s'en prendre à la Turquie en cherchant à instrumentaliser et exploiter les divisions et fractures internes du pays, entre Kurdes et Turcs, entre Alaouites et Turcs. Et ensuite, il passerait à l'Arabie saoudite. Maintenant, ils en parlent. Hakebi parle du Grand Israël. Israël a donc planifié depuis des années d'intervenir dans cette région, de la rendre instable, d'y rendre tout investissement impossible et de détruire son économie. Et nous l'avons déjà constaté ici aussi. Au cours des 3 derniers jours, Tucker Carlson a indiqué que des agents du Mossad avaient été arrêtés en Arabie saoudite et au Qatar, alors qu'ils tentaient d'exploiter la situation par une opération sous fausse bannière, en attaquant des raffineries de pétrole saoudiennes et en rejetant la faute sur l'Iran, afin de créer davantage de tensions entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Israël profite donc de la guerre dans le CCG. Israël se réjouit du fait que la région y ait été entraînée. C'est ce qu'ils veulent. Trump, oui, je veux dire, ne veut pas cela directement, parce qu'il a à la fois des intérêts personnels et communs avec certains pays du CCG, en particulier avec le Qatar et l'Arabie saoudite. Mais l'Amérique a aussi des intérêts ici. Alors, qui est au volant? Israël ou l'Amérique? Israël ou Trump? Nous ne le savons pas. Nous faisons donc face à cette situation. Si l'Iran devenait une puissance nucléaire dans cette région, je pense qu'Israël ne pourrait plus y dicter ses conditions. Maintenant, si je puis dire quelque chose, depuis 25 ans, la presse et les médias américains et européens ne cessent de dire que l'Iran a des ambitions hégémoniques, que l'Iran veut dominer la région. Je pense que c'était un grand morceau de propagande. L'Iran n'a jamais eu d'ambition hégémonique. Et il y a une raison à cela. L'Iran vient de cette région. C'est un État autochtone, présent ici depuis des millénaires, et il comprend que dans cette région, il n'est pas culturellement en position de devenir hégémonique. L'Iran n'a pas la même langue, ni la même secte ou religion. L'Iran est chiite, le reste de la région est sunnite. Mais l'Iran a toujours voulu une chose, la dissuasion et la capacité de se défendre, de pouvoir se défendre. C'est pourquoi la démarche de l'Iran vers la capacité nucléaire n'avait rien à voir avec une menace contre le Qatar ou Bahreïn. Et l'Iran a insisté auprès de chaque pays voisin. Je n'ai aucun différend avec vous. Mon problème, c'est l'Amérique et Israël. Et c'est notre propre problème. L'Iran a invité toutes les nations à se joindre à elle dans cette lutte pour rendre la région autonome. Lorsque Soleimani a été assassiné, l'ayatollah Khamenei n'a pas dit « Allons faire la guerre à tout le monde ». Il a dit « Nous demandons à tous, nous invitons nos frères et sœurs de tous les pays arabes et musulmans à nous rejoindre sous 2 conditions. Une région sans troupes américaines et une région où les Palestiniens ont le droit de choisir leur destin, le droit à la souveraineté. » Encore une fois, lorsque l'Iran a été bombardé par Israël en octobre 2024, il a tenu le même discours. Et même une semaine avant d'être tué, il a déclaré que cette guerre serait une guerre régionale. Il n'a pas menacé la région en disant « Nous allons vous attaquer ».
region that we will attack you. He predicted what will happen because Iran. Il avait prédit ce qui allait se passer, car l'Iran considère qu'il a le droit légitime d'attaquer les bases américaines situées dans ces pays. Et l'Iran a vu que, dans une situation très tendue, un véritable théâtre de guerre, Israël pourrait attaquer ces pays. Il pourrait y avoir des opérations sous fausses bannières, des raffineries pourraient être endommagées, des civils blessés. Qui sait qui en serait responsable? Mais l'Iran n'a jamais eu de tension avec ses pays voisins, pas même de rivalité avec eux. Le Qatar exploite le gaz des champs partagés avec l'Iran depuis 25 ans, et l'Iran n'a même pas menacé les pays qui lui ont pourtant retiré ses droits légitimes. Je pense donc que nous sommes dans une situation où la région a compris, à l'exception des Émirats arabes unis, que le problème n'est plus l'Iran, surtout après l'attaque d'Israël contre Doha. Je pense que la région s'est réveillée. Mais peuvent-ils vraiment y faire grand-chose? Pas à court terme, car on ne peut pas réécrire son appareil de sécurité et ses alliances du jour au lendemain. Cela prend de nombreuses années. Si je me mets à la place des Qataris, des Saoudiens, des Irakiens et des Jordaniens, ils savent tous qu'ils devraient se tourner vers d'autres forces, couvrir leurs arrières avec la Chine et la Russie. Mais il est un peu trop tard. Ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Ils sont pris dans une situation où leur sécurité est en danger. Regardez Dubaï. La marque Dubaï se vantait autrefois d'être un havre de sécurité pour le tourisme, l'investissement et la vie quotidienne. De nombreux Européens s'y rendaient à la fois pour en faire un paradis fiscal et un endroit agréable où vivre. Ce Dubaï-là n'existe plus. La marque a disparu. Et je suis sûr que si l'aéroport restait ouvert pendant 24 heures, la plupart des expatriés rentreraient simplement dans leurs pays européens. Donc, en un sens, cela n'a pas été fait par l'Iran. C'était un choix pris par Israël et imposé à Trump. Et je pense que Trump, encore aujourd'hui, en raison de sa, disons, naïveté, ne se rend pas compte du prix qu'il paiera pour cela dans les semaines et les mois à venir. J'y reviendrai plus tard. Mais je pense que c'est la volonté d'Israël, une partie des lobbies sionistes aux États-Unis, qui ont entraîné l'Amérique dans une guerre qui pourrait être plus vaste que tout ce qu'elle a connu au cours des 25 dernières années. L'Afghanistan, l'Irak, la Libye et la guerre en Syrie réunies pourraient paraître plus petits que celle-ci. Je pense que Trump a été naïf, ne comprenant pas ce qu'est la République islamique d'Iran. On lui a vendu l'image d'un Iran faible, d'un simple régime. Et le mot régime fait penser à la Libye ou à l'Irak, comme s'il y avait 500 personnes qui dirigeaient le pays. Il ne savait pas. Il n'avait lu aucun livre sur l'histoire de l'Iran. Pour comprendre un État issu d'une révolution, avec une base politique populaire aussi massive. De plus, un État qui dispose d'une base populaire dans chaque pays voisin, ce n'est pas parce qu'ils sont des mandataires de l'Iran ou parce que l'Iran les paie. C'est parce que l'Iran partage avec eux un héritage religieux et culturel qui remonte à au moins 1500 ans. Et les chiites sont en Irak, au Cachemire, dans certaines régions, et bien moins en Syrie, mais en Irak, au Yémen. Tous sont prêts à se tenir aux côtés de l'Iran jusqu'au bout. Et puis il y a la question de la Palestine qui devient plus claire pour beaucoup. Et une autre chose, pourquoi Israël est-il si pressé? Parce que la manière dont Israël agit n'a pas beaucoup de sens en termes de politique réelle. L'Iran était déjà partiellement affaibli de l'intérieur. L'économie nationale n'allait pas bien. L'inflation avait atteint 90%, l'inflation alimentaire autant. Certains analystes diraient « Laissez l'Iran à lui-même, il s'effondrera de l'intérieur. Il implosera, il s'écroulera et deviendra un État défaillant à cause de ses propres contradictions et pressions internes. » Mais Israël n'a pas le temps. Pourquoi? À mon sens, Israël a pris très au sérieux ce tournant vers la multipolarité.
Ils savent que l'Amérique est en déclin et que d'ici 5 ans, les États-Unis ne seront peut-être plus en mesure de les aider comme ils le font aujourd'hui. Et ils savent aussi que Trump est une exception. And also, they know that Trump is an exception. Trump, even though Trump is the organic. Trump, même s'il est le résultat organique et le produit de ce déclin américain, a aussi une dimension personnelle. Il possède une forme particulière de naïveté, pour une raison ou une autre, qui donne aux Israéliens le sentiment d'avoir énormément d'influence sur lui. Et s'il ne profite pas de cette période, les choses pourraient être plus difficiles avec le prochain président. Avec l'affaiblissement du dollar, les sanctions pourraient ne plus fonctionner de la même manière contre l'Iran. C'est donc le moment et ils doivent s'y tenir. C'est pourquoi ils ont agi avec autant de brutalité. Quiconque d'autre, ils se disent, si vous voulez permettre au mouvement d'opposition à l'intérieur de l'Iran de se développer, de grandir, de créer, de bâtir une base plus large et une coalition plus étendue. Il faut unir ses forces. Mais les Israéliens ont poussé la figure d'opposition qu'ils soutiennent, Reza Pahlavi, à devenir agressif, exclusif, sectaire, anti-islamique, islamophobe, dans un pays où 75 à 80% de la population reste croyante. Ils cherchaient donc à créer une faction radicale et minoritaire, ce qui n'est pas utile pour prendre le pouvoir. Cela ne sert qu'à le fragmenter, à provoquer une guerre civile. De la même manière, Daesh ne représentait pas la majorité en Syrie, mais constituait une force utile pour détruire la Syrie de l'intérieur. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'avoir une politique majoritaire à plus de 50%. Une force radicale agressive de 3% qui menace ses rivaux et concurrents de meurtre et de viol serait très utile à cet effet. C'est pourquoi, en observant Israël, je pense qu'Israël a un objectif final précis dans cette guerre. Un objectif qui n'est pas vraiment partagé avec Trump. Et je ne pense même pas que Trump ait une stratégie de fin en tête. Je ne crois pas que Trump ait une vision de ce que cette guerre pourrait devenir. Lorsqu'il a déclaré hier que cette guerre pourrait durer plusieurs semaines, je pense qu'il se consolait simplement, essayant de maintenir son propre moral. Parce que je pense qu'il croyait au départ qu'il s'agirait d'une guerre de week-end. Attaquer l'Iran. L'Iran est faible. Leur dirigeant est parti. On lui avait décrit le dirigeant comme un vieil homme insolent qui ne tolère pas le pragmatisme. Une fois celui-ci parti, il pensa « Je trouverai Adelcio Rodriguez et ce sera réglé. » 24 heures plus tard, ils viendront à la table des négociations avant la réouverture des marchés et tout ira bien. Puis, il vit soudain un autre Iran. Il vit que ces gens étaient plus puissants que jamais, des missiles venant de partout. Et il sembla qu'une partie de leur opération, de leur volonté, s'était déchaînée. Leur volonté s'était déchaînée. La deuxième chose qu'ils ne comprenaient pas, comme je l'ai dit, c'est qu'ils n'avaient même pas consulté la page Wikipédia de l'Iran. Ils ne connaissaient ni la culture intérieure de l'Iran, ni le rôle du martyr dans le chiisme. Ainsi, le chiisme, qui est la version particulière de l'islam propre à l'Iran, repose sur la nécessité de défendre les déshérités et les opprimés. Et pour défendre les opprimés, il faut être prêt à verser son propre sang. Il faut accepter un grand sacrifice de soi-même et de ses proches afin de mettre fin à l'oppression dans son pays. C'est pourquoi le troisième imam des chiites a donné sa vie, celle de ses enfants et celle de 75 de ses compagnons. Ils ont tous été massacrés. Cette histoire constitue le récit central et fondamental du chiisme en Iran. Et la manière dont Khamenei a été assassiné fait fortement écho à cette histoire. Il a également été assassiné d'une manière semblable à celle du premier imam chiite, Ali, qui fut tué dans une mosquée au milieu du Ramadan. Ainsi, lorsque les factions religieuses iraniennes ordinaires le regardent, lui et la façon dont il est mort, même beaucoup de ceux qui l'avaient critiqué auparavant, des personnes qui se plaignaient de l'État,
et de sa gestion de l'économie, et qui voyait bien sûr comment une base révolutionnaire, comme à Cuba ou dans tout autre pays, peut s'éroder, s'épuiser ou devenir méfiante face à toutes les contradictions, à la mauvaise gestion de l'État, à la corruption qui surgit, à l'apparition d'oligarques ici et là. Eh bien, la manière dont Khamenei est mort, je pense, a vraiment tout changé. Cela a tout revitalisé. En regardant les vidéos qui circulent, certaines proviennent des banlieues les plus pauvres des villes iraniennes, des endroits qui avaient connu des émeutes du pain en 2019, où des gens ont perdu des proches lorsque l'État a tenté de reprendre le contrôle et de réprimer ces émeutes. Et maintenant, tous sont de retour dans les rues, avec une énergie différente. En un sens, Trump, d'une certaine manière, a involontairement ravivé et redonné vie à l'esprit révolutionnaire de 1969, qui s'était érodé au fil de 47 ans et était épuisé. C'est ce qui s'est passé. En un sens, j'ai dit que Trump 2.0 avait créé la révolution iranienne 2.0. C'est le premier point. Ensuite, Khamenei était un dirigeant politique, prudent et réfléchi. Effrayé n'est pas le bon mot, mais plutôt soucieux d'éviter de se lancer dans une guerre totale. En son absence, l'État, et surtout l'humeur du pays, est bien moins prudent. Et sur le plan purement politique, ils savent que c'est une guerre pour l'existence, et qu'il n'y a pas d'autre choix, n'est-ce pas? La raison pour laquelle je dis cela, c'est que ce qui se passe maintenant est exactement ce que l'État aurait fait, même si l'ayatollah Khamenei était encore en vie. Mais peut-être qu'au 7e ou au 15e jour, si l'ayatollah Khamenei était toujours là, l'Iran se serait comporté différemment. Je pense qu'en son absence, cependant, l'État ira beaucoup plus loin. C'est important. Je ne dis pas que si l'ayatollah Khamenei était en Iran aujourd'hui, nous n'aurions pas attaqué les bases américaines. Non, non. Une grande partie de ce qui se passe maintenant est le fait de Trump et de Netanyahou, en forçant l'Iran dans un coin. C'est la réaction organique et nécessaire de l'Iran pour sa survie. Mais je dis que nous verrons une guerre bien plus prolongée en son absence. Les pragmatistes en Iran sont complètement mis à l'écart en ce moment. Personne n'osera même parler de négociations, car l'humeur du pays est très très différente. C'est le premier point. Deuxièmement, je pense que Trump a même ravivé les mouvements et le sentiment chiite à l'échelle pan-régionale, au-delà de l'Iran. Ce que nous voyons au Liban, en Irak et dans de nombreux autres pays, Bahreïn, par exemple, serait très différent. Il n'a pas compris que tuer un religieux qui était une source d'émulation pour 4, 5, 6 millions de personnes aurait de telles répercussions. Comme je l'ai dit ailleurs, Khamenei était un pape guerrier. C'était un pape guerrier, un pape qui était aussi un combattant. Et c'est pourquoi cela revêt une autre dimension de signification. Et cela fera en sorte que la région ne revienne jamais à la situation d'avant son assassinat. Et aussi, troisièmement, je pense que désormais, l'État iranien a compris la nécessité de devenir une puissance nucléaire. J'ai toujours dit que si l'Iran fabriquait un jour une bombe nucléaire, ce ne serait pas par choix. La bombe ne devrait pas s'appeler Fat Boy, comme les Américains ont appelé celle du Japon. Elle devrait s'appeler Donald Trump. Car Trump est la principale raison pour laquelle l'Iran fabriquerait une bombe. L'Iran n'aurait jamais, au grand jamais, fabriqué la bombe si Trump ne l'y avait pas contraint et poussé. Donc la bombe se retourne contre lui. C'est le résultat du contre-coup des politiques absolument irrationnelles et autoritaires de Trump envers l'Iran, à la fois lors de la première et de la deuxième phase. Et troisièmement, je pense que les analystes américains ont vendu tellement de fausses propagandes au lieu d'une véritable analyse à la Maison-Blanche. Premièrement, l'Iran est faible. Oui, l'Iran est plus faible qu'il ne l'était lorsque Saddam Hussein était en vie.
Mais l'Iran n'est pas si faible que l'on puisse simplement l'avaler, comme vous l'avez fait avec Saddam, la Libye et d'autres endroits. L'Iran est bien plus fort que cela. Deuxièmement, les gens à l'intérieur de l'Iran veulent un changement de régime. Oui, mais certaines personnes en Amérique aussi veulent un changement de régime. Est-ce suffisamment significatif pour renverser l'État demain? Je ne parle pas de légitimité. Je parle d'un point de vue purement politique. Oui, peut-être que 10% des Iraniens, peut-être 20%, veulent un changement de régime. Environ 40% seraient heureux d'un changement de régime s'il se faisait sans effusion de sang. Mais au moment où le premier drone arrive, ces 40% s'enfuient et s'allient à l'État. Tout comme ils l'ont fait pendant la guerre de 12 jours. De plus, c'est un nationalisme profondément enraciné dans un vieux pays. Ils ne vont pas s'allier à un envahisseur étranger. Environ 10% de la population, après plus d'une décennie d'opérations psychologiques et médiatiques venues de Tel Aviv et d'autres pays, ont été tellement conditionnés qu'ils accepteraient une invasion étrangère. Mais la majorité de l'État ne le ferait pas. En outre, ces 10% qui regardent la télévision, une canette de bière à la main en disant « Oui, qu'ils y aillent tous, c'est une chose ». Mais ces 20 millions de personnes, environ 40% de la population, et cette base solide de l'État sont celles qui sont formées. Elles font partie de la milice, ont combattu dans certaines guerres et sont dans la rue, prêtes à se sacrifier. C'est différent. C'est 40% d'une base importante et organisée, prête à donner sa vie pour défendre l'État contre une faction bien plus réduite qui regarde la télévision et qui est disposée à danser dans les rues de Los Angeles, Toronto et Londres, ivres en criant « Non au Mollah ». Ce ne sont pas les mêmes. Donc en un sens, toutes ces images ont été créées. Et je crois que nombre de ces manifestations et protestations dans les pays européens ont été organisées en coulisses par l'ambassade d'Israël, afin de produire l'effet visuel nécessaire pour tromper Trump et le pousser dans cette guerre. Et je pense qu'une grande partie de cela disparaîtra dans les prochains jours. Vous verrez, car il y a maintenant tant de montages et tant de séquences montrant des gens mourant en Iran, des enfants ordinaires, des enfants normaux mourant en Iran à côté de ces danses. Et notre position perd en légitimité d'heure en heure, de minute en minute. Donc je pense que cette apparence disparaîtra. Dans quelques jours, nous verrons un message très clair venant de l'intérieur de l'Iran, non seulement de la base de l'État, mais aussi de gens normaux, ordinaires, de la classe moyenne, disant non à Trump. Ainsi, il n'aura aucun mandat pour prétendre « je les bombarde parce qu'ils me l'ont demandé ». Premièrement. Deuxièmement, la région est frustrée. Ils savent qu'ils sont en train de perdre lourdement. Je pense que la région a compris qu'Israël n'est pas leur ami. Je pense même que les Émirats arabes unis, qui font partie des accords d'Abraham et sont vraiment l'un des plus proches alliés d'Israël, ont soudainement pris conscience du coût d'être l'allié d'Israël. Comme l'a dit Kissinger, être l'ennemi de l'Amérique signifie qu'il faut en payer le prix. Mais devenir son ami coûte encore plus cher. C'est encore plus mortel. Devenir l'ami d'Israël dans cette région est encore plus coûteux. Je pense donc que cette guerre s'est très mal retournée contre ses instigateurs. La question est de savoir si l'énergie mobilisée pour repousser Trump est suffisante pour lutter contre les sionistes à Washington ou non. Je n'en suis pas sûr. Mon principal espoir repose sur le mouvement MAGA et sur la base même de Trump, car nous savons qu'environ 20% seulement du public américain soutient cette guerre. Mais je pense que si nous n'entendons pas de voix plus fortes venant de sa propre base, et s'il ne voit pas ces chiffres s'effondrer, chuter très fortement, et qu'il risque de perdre les élections de mi-mandat, il n'agira pas rapidement. Et s'il n'agit pas rapidement, cette guerre pourrait s'étendre jusqu'à un point de non-retour.
Exactement. Hier, je suis tombée sur un extrait d'une interview avec un universitaire américain, Robert Papp, qui a étudié la puissance aérienne et le changement de régime. J'ajouterai cet extrait plus tard si je parviens à le retrouver lors du montage de l'entretien. En substance, Robert Papp expliquait que la puissance aérienne à elle seule ne peut pas provoquer un changement de régime. Alors que les gens voient des bombes tomber et leurs amis ou leur famille être tués, ils s'unissent contre la violence. Ils s'unissent contre l'acteur responsable de la violence. Ils ne vont pas dire « Oh oui, nous soutenons cela ». C'est donc très précieux d'entendre votre point de vue à ce sujet, car nous entendons aussi ce discours de l'autre côté. Ici aux États-Unis, il y a quelques universitaires courageux, comme Robert Papp, qui affirment que cela n'apportera aucun résultat positif. Même si Trump avait l'intention de rassembler les gens autour d'un troisième acteur pour provoquer un changement de régime, pour renverser le pouvoir. Oui, on ne peut pas faire ça. Et donc, ce qui est soutenu par ce que je veux ajouter à Robert Papp, c'est que peut-être qu'on a réussi à provoquer un changement de régime en mobilisant la population dans un endroit comme la Libye. Même en Syrie, il y avait peut-être une chance d'y parvenir. Mais ils ne comprennent pas. C'est pourquoi je dis que le mot régime est très important. Lorsqu'ils disent régime iranien, ils n'insultent pas seulement l'État iranien. Ils s'exposent en réalité à un faux récit qui fausse leur propre analyse. L'Iran n'est pas un régime. L'Iran est un État bénéficiant d'un large soutien populaire. Et c'est là toute la différence. En Libye, lorsque l'OTAN a commencé sa campagne de bombardement, certaines forces de guérilla, une opposition armée, se sont manifestées à Benghazi et dans d'autres endroits. Mais ici, pour chaque groupe armé qui apparaît en Iran, il y aura 10 fois plus de groupes armés et non armés, issus à la fois des gardiens de la Révolution et de l'armée, ainsi que des forces populaires. Ce que nous avons vu ces derniers jours, c'est une force révolutionnaire populaire qui peut être armée en quelques jours. Beaucoup d'entre eux sont déjà formés, et beaucoup d'autres peuvent l'être très bientôt. C'est un pays avec environ 400 000 membres solides des gardiens de la Révolution. Aucun d'entre eux n'a fait défection. Une armée massive, peut-être autour de 200 000 hommes, et là encore, pas une seule défection. En plus de cela, 5 ou 6 millions de miliciens qui ont été à nouveau pleinement mobilisés. Ils sont tous prêts à donner leur vie pour cela. Il faut se rappeler que lorsque l'Iran a combattu en Syrie, il y avait des files de personnes attendant de s'enrôler. Il y avait même une compétition pour savoir qui partirait en Syrie et deviendrait martyr en premier. C'est pourquoi je dis qu'il pourrait être possible de provoquer un changement de régime par des bombardements en Syrie, ou peut-être aux Émirats arabes unis, ou dans d'autres endroits où le soutien populaire n'est pas fort. Mais lorsqu'un État bénéficie d'un appui populaire aussi solide, et cet appui n'est pas aléatoire, il découle directement de 47 ans de révolution, ce n'est tout simplement pas une possibilité. C'est pour cela que j'ajoute ce point à Robert Papp. Oui, non, c'est très précieux. Et peut-être qu'avec l'assassinat d'Ali Khamenei, il y a un autre point à clarifier. J'ai vu des rapports affirmant qu'il avait en quelque sorte choisi d'être martyr. Il aurait refusé de se réfugier dans un bunker et aurait dit « Si vous pouvez déplacer 90 millions d'Iraniens vers un endroit sûr, alors je les suivrai ». Donc c'est pas son assassinat est vraiment, je pense que c'est aussi un moment charnière parce que, comme tu l'as dit, cela a uni les personnes religieuses et même celles qui ne l'étaient pas. Cela a montré que l'assassinat d'une figure religieuse, quelqu'un qu'on pourrait comparer à un pape dans l'Église catholique, pour que ce soit plus clair pour ceux qui ne connaissent pas bien l'islam, a un impact d'une nature très différente.
Mais l'assassiner pendant le mois de Ramadan, le mois sacré de l'islam, c'est, je dirais, un moment très marquant et très bas. Et clairement, ça ne va pas aider à atteindre les objectifs que l'administration Trump avait peut-être en tête. Mais parlez-nous de la façon dont son assassinat affecte la structure du pouvoir et les centres de décision du gouvernement iranien. Car, d'après ce que je comprends, le gouvernement iranien est très décentralisé, donc la stratégie classique de décapitation ne va pas fonctionner comme Washington le pensait, ou peut-être le pense encore. Oui, l'État iranien est décentralisé, mais je pense qu'il faut apporter ici une précision. Il y a une différence subtile entre être décentralisé et avoir des éléments incontrôlés. Il est décentralisé parce qu'il a été conçu ainsi. Il ne voulait pas d'un État hiérarchique où, si l'on élimine le chef ou un élément important, tout l'État s'effondre. C'est un État qui a été créé sous une forte pression géopolitique et dans un contexte de troubles intérieurs dans les années 1980, à une époque où d'autres factions révolutionnaires comme les Moudjahidines du peuple menaient d'importantes campagnes d'assassinat contre le président et le premier ministre de l'époque. Ils ont donc appris, de manière intuitive et instinctive, à créer des institutions parallèles afin de maximiser leur survie et leur existence. C'est le premier point. Mais ce que je peux dire, c'est qu'un des dangers à qualifier cela de décentralisé, c'est que cela peut justifier ce que les Israéliens affirment, à savoir que les Iraniens agissent de manière incontrôlée dans toute la région, alors que nous n'avons observé aucune action de ce type en Iran. Tout est décentralisé, mais obéit néanmoins à une logique centralisée. Cependant, l'État a évolué. Ainsi, s'il existe des pragmatistes, des centristes, et ensuite des éléments plus radicaux, plus révolutionnaires, ces derniers ont désormais automatiquement acquis beaucoup plus de pouvoir. Et certains des éléments centraux se sont également rapprochés des éléments radicaux, car, comme je l'ai dit, l'humeur du pays, l'humeur de la base, est ainsi. Mais c'est aussi comme en temps de guerre. La guerre change les gens. Et beaucoup des éléments de cette guerre n'ont pas été choisis par l'Iran. Ils ont été imposés à l'Iran. Si Trump avait laissé une porte de sortie dès le départ, s'il avait conçu cela avec un peu plus de soin, je suis sûr que les pragmatistes seraient intervenus en disant « Les gars, nous ne voulons pas que notre réseau électrique, nos barrages, nos raffineries soient bombardés. Nous ne voulons pas devenir comme l'Irak en 90. » Mais Trump a supprimé cette possibilité. Et donc, si quelqu'un tient ce genre de propos en ce moment, il sera mis à l'écart, écarté et définitivement réduit au silence. Et donc, comme je l'ai dit, ailleurs, si quelqu'un comme Ali Larijani, issu d'un milieu pragmatique, parle de la nécessité de négocier, ou si Arashi le fait, je veux dire, son propre garde du corps le tuerait. Cela ne fonctionnerait pas ainsi. Les gens ne le toléreraient pas, non seulement à cause de l'assassinat de Soleimani, mais aussi parce qu'ils ont vu ce qu'Israël est capable de leur faire. Israël et Trump n'ont laissé à l'Iran aucune autre option que la capitulation et la reddition sans condition. Et je ne pense pas que quiconque accepterait cela. Ainsi, même des personnes en dehors de la base de l'État, même certaines parties de la semi-opposition, se rangent désormais du côté de l'État et affirment que l'Iran doit riposter et a le droit de se défendre. D'accord. Et peut-être pouvons-nous conclure avec une dernière question qui nous ramène au tout début de cette conversation, lorsque nous parlions des négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran. Donc l'Iran, comme vous l'avez mentionné, sous l'autorité de l'ayatollah Khomeini, avait émis une fatwa, ou une règle, interdisant la recherche d'une arme nucléaire. Il y était fermement opposé. Il ne voulait pas enrichir l'uranium à 90%, ce qui est considéré comme de qualité militaire. Maintenant que Khomeini a été martyrisé, maintenant qu'il n'est plus là,
Pensez-vous que cette fatwa restera aussi populaire qu'elle l'était avant son assassinat? First of all, I'm not a religious expert, but Je veux dire, tout d'abord, je ne suis pas un expert religieux, mais cette fatwa n'est plus valable après sa mort. Donc c'est le premier point. Et deuxièmement, même lorsqu'il était en vie, si les circonstances changeaient, les fatwas pouvaient changer. La question de la survie est importante. Chaque religieux accorde la priorité à la survie. Donc je pense que cette fatwa n'est plus pertinente. Et puis il faut attendre de voir qui sera le prochain guide suprême. Mais je ne pense pas que cette fatwa ait été retirée à l'ayatollah Khamenei, sauf dans des circonstances particulières. I don't think that fatwa was taken away from Ayatollah Khamenei in special circumstances. The news is Javad Zarif somehow forced. La nouvelle, c'est que Javad Zarif a d'une manière ou d'une autre réussi à lui arracher cette fatwa. Ils ont posé une question, puis ils l'ont publiée, parce qu'à l'époque, en 2010-2011, lorsque la fatwa est apparue, on pensait qu'à travers elle, ils pouvaient rassurer les gouvernements occidentaux. Les Iraniens, après cela, la fatwa pouvait déjà être erronée au départ, même si, comme je l'ai dit, l'ayatollah Khamenei y croyait sincèrement. Mais je ne pense plus que cette fatwa soit pertinente aujourd'hui. Si l'Iran sort vivant de cette guerre, et c'est un grand si, car quoi que je dise, ce sera une guerre sanglante. L'Iran ne se bat pas seulement contre Israël ou l'Amérique. L'Iran se bat aussi contre l'OTAN, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Et c'est une guerre difficile. Mais si l'Iran en sort vivant et en ressort victorieux, et pour moi, la victoire de l'Iran signifie que l'Iran ne capitule pas. Iran gaining victory means Iran doesn't capitulate. So Iran's survival in a month, in 2 weeks, in 3 Ainsi, weeks, whatever, la survie de l'Iran, means of dans un mois, dans 2 semaines, dans 3 semaines ou peu importe, représente une forme de victoire. Je pense qu'alors, l'Iran ne s'assiera à aucune table de négociation avec l'Amérique ou tout autre pays au sujet de son programme nucléaire. Et l'Iran, ayant survécu à un choc existentiel d'une telle ampleur, décidera lui-même de sa question nucléaire. Je crois que cette décapitation, cet assassinat, cette attaque ont rendu tout à fait rationnel pour les Iraniens de suivre cette voie. John Mearsheimer a dit aux Iraniens en 2009 ou 2010, si je ne me trompe pas, que l'Iran devait devenir une puissance nucléaire. Et les Iraniens, pour de nombreuses raisons, notamment les dynamiques internes de rivalité politique et factionnelle au sein du pays, n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Mais je pense que si l'Iran survit, il n'y aura pas d'autre choix. Le monde doit se préparer à une puissance nucléaire sous tension. for its tense nuclear power. J'espère que cela servira d'exemple de la nécessité de trouver des solutions pacifiques, de vraiment privilégier la diplomatie plutôt que de recourir par défaut à la guerre et à la violence. Ali, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. J'apprécie sincèrement cette conversation et les réflexions que tu as partagées avec nous. N'hésitez pas à suivre Ali pour plus d'analyses sur l'Iran, la guerre en Iran et le Moyen-Orient en général. Et je vous retrouve dans le prochain épisode.